Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui donne envie d'en écouter d'autres. Vous écoutez la version longue avec de la reco et de l'actu. Je m'appelle Mathilde Mélin, je suis journaliste pour Slate.fr et auditrice professionnelle. J'écoute des dizaines d'heures de podcasts par mois et comme je suis sympa, j'ai eu envie de partager avec vous chaque samedi mes coups de cœur podcastiques pour vous donner des idées de trucs à écouter pendant le week-end. Et d'abord, 2 infos sur le monde du podcast. Avis aux auteurs et aux autrices de podcasts, le ministère de la Culture vient de lancer un appel à projets pour financer la phase d'écriture de podcasts natifs. Il est réservé aux auteurs indépendants et demande un dossier assez simple à constituer. Le ministère a prévu un petit budget, puisqu'une centaine de projets se verront attribuer entre 3 et 5 000 euros. Pour candidater, ça se passe sur le lien dans la description de cet épisode et c'est jusqu'au 30 septembre, dépêchez-vous. Ça y est, le Paris Podcast Festival a annoncé la programmation de sa 4e édition. Au programme, une journée réservée aux professionnels le jeudi 14 octobre et 3 jours ouverts au public du vendredi au dimanche. Il y aura plein de tables rondes, des enregistrements en public comme Noises de Bababam, le Book Club de Louis Média et évidemment Amis de Slate.fr et des écoutes en avant-première. Personnellement, j'ai hâte d'écouter les histoires de quartier d'Oxmo Puccino d'Arte Radio et la saison 3 de Queer de Nouvelles Écoutes. Rendez-vous du 14 au 17 octobre à la Gaîté Lyrique à Paris. L'événement est entièrement gratuit, mais comme les places sont limitées, vous avez la possibilité de réserver une place payante pour être sûr d'assister à la séance de votre choix. Ça se passe sur le site de la Gaîté Lyrique et on y sera avec les équipes de Slate. On espère vous y croiser. SAMU ? Ouais, Christophe, au SAMU de Paris, je suis ambulancier. Tu peux me passer ton régulateur, s'il te plaît ? C'est pourquoi ? Écoute, on vous met en alerte parce que sur Paris, ça pète. Je sais pas si t'as entendu parler. On a plusieurs fusillades à plusieurs endroits. Je sais pas, on sait pas trop. C'est des mecs qui circulent en bagnole, qui tirent sur tout ce qui bouge. Les mecs sont toujours pas arrêtés. Ils sont mobiles. Je te mets en préalerte à la demande de mon régulateur. Ça roule ? Ok. Voilà, bon courage, à tout à l'heure. 95, se sont rapprochés de 93. 70... Vous venez d'entendre un extrait de 13 novembre, la nuit des attentats du Bataclan et des terrasses raconté par les appels du SAMU. C'est un documentaire de France Info, 25 minutes, tiré des 13 heures d'enregistrement des appels faits au et par le SAMU la nuit du 13 novembre 2015. Oui, allô, il me faut de toute urgence pour la régulation du SAMU de Paris, l'administrateur de garde de l'assistance publique. Oui. Oui, bonjour, docteur Poirot, régulation de SAMU de Paris. Je vous indique qu'il y a plusieurs tireurs dans Paris qui sont en train de tirer et de faire des victimes. Il faut absolument ouvrir la cellule de crise Victoria de façon à pouvoir alerter tous les hôpitaux et vous mettre en veille pour la montée en puissance. On est déjà à au moins 20 morts et plusieurs dizaines de blessés. Nom de Dieu. Si vous avez vu la série Netflix Fluctuat nek Mergitur et que vous avez trouvé ça bien, je vous recommande vraiment d'écouter ce podcast. On entend les médecins, les hôpitaux, les pompiers, des victimes et des témoins des attentats appelés le SAMU. J'ai été impressionnée par le professionnalisme et le sang-froid des équipes du SAMU et surtout par celui de Nicolas Poirot, le coordinateur de garde ce soir-là. Il est d'un calme olympien, alors qu'au bout du fil, c'est la panique. Allô ? Oui, SAMU de Paris. On vous appelle, Bonjour. vous êtes au courant de la fusillade qu'il y a dans Paris ? Pas du tout. Il y a 2 tireurs fous dans des véhicules, on a plusieurs dizaines de blessés, mais pour l'instant, on n'a aucun moyen de premier secours. C'est pas une blague, parce qu'en fait, ce matin, vous nous avez appelé pour un exercice en disant fusillade, et là, c'est une vraie, là. Mettez les chaînes d'information. Voilà, ouais. Non, monsieur, il n'y a pas de problème, Ouais, monsieur, t'inquiète, bien sûr que je te c'est crois. bien. Voilà. Alors, voilà, Je sais pas, en première attention, je peux te dire, on peut en prendre 3, mais il va falloir que 3. je fasse Je sais peut-être... parce que vous êtes 2 points de garde, il me semble, en plus. S'il y a besoin de plus, on Oui, s'organisera. j'entends on bien, peut. mais là, on a Ce qu'il faut, on prendra ce qu'il faut. D'accord. Bon, Ok, bah écoutez, merci beaucoup, à plus tard. Ciao. Allô ? Il nous faut des places. Oui, on a des places. Vous avez peut-être l'impression d'avoir tout vu, tout lu, tout entendu sur les attentats du 13 novembre 2015, mais ce podcast est très immersif. Il nous montre les événements d'un point de vue qu'on n'a jamais entendu et c'est très fort. J'ai voulu connaître la façon dont s'était construit ce documentaire. J'ai donc appelé Gaëlle Joly, journaliste à France Info. Bonjour Gaëlle. Comment vous êtes-vous procuré ces enregistrements incroyables ? En fait, on faisait une série pour France Info, une série de documentaires pour le 13 novembre. Et j'ai rencontré Nicolas Poirot, que j'avais déjà interviewé il y a quelques années. C'est un médecin du SAMU. Et en discutant avec lui, c'est lui qui m'a parlé de ces bandes. C'est lui qui m'a dit qu'il les avait dans son ordinateur. Et en fait, j'étais un peu abasourdie parce que c'est quand même une matière sonore historique incroyable.
Et du coup, je lui ai dit, mais on n'aura jamais les autorisations. Et il m'a dit, on va essayer. Et en fait, le patron du SAMU m'a autorisé à les utiliser. Et donc, c'est comme ça que je me les suis procurés. Mais il avait quand même l'intention, en les donnant à Radio France, qu'on fasse une archive, en fait. Que ces bandes ne se perdent pas et qu'on en fasse une archive parce qu'elles n'ont pas été déposées au dossier judiciaire. Donc, elles peuvent disparaître, en fait. Et est-ce que les personnes qui sont enregistrées dans ces appels savent que vous les avez utilisées pour en faire un documentaire ? Alors, quand le patron du SAMU m'a autorisé à utiliser les bandes, il a donné une condition, c'était que publiquement, on ne puisse pas reconnaître les gens qui étaient dans les bandes. C'est-à-dire que tout ce qui est prénom, nom, je l'ai effacé. En revanche, ceux qui sont dans les bandes, eux, peuvent se reconnaître. Et ça a été vraiment un grand problème pour moi sur notamment deux sonores, 2 bandes qu'on entend, où une femme est blessée au Bataclan et je ne sais pas ce qu'il est advenu d'elle. Et je l'ai quand même mise dans le documentaire. Je me suis posé beaucoup de questions, mais je l'ai mise parce que c'est le seul appel et c'est le premier appel qu'on a du Bataclan et j'ai considéré que c'était plus une archive. Voilà. Mais ça pose question, évidemment. Et comment vous avez fait le tri, justement, il y a 13 heures de rush, vous arrivez à un documentaire de 25 minutes, ça a dû être très difficile de choisir parmi ces 13 heures. Comment vous avez choisi les pièces les plus importantes ? Alors effectivement, j'aurais pu faire 10 documentaires différents sur les bandes du SAMU. Le choix, il s'est fait d'abord sur ce qui était entendable ou pas, parce qu'il y a des moments qui sont assez terribles, notamment à la Belle Équipe, où on a un appel qui intervient juste après l'attentat, avec quelqu'un qui est en train de perdre sa femme, et ça c'est un appel qui est terrible et on ne peut pas le diffuser, c'est impossible. En revanche, ceux qui ont été choisis, c'est soit ceux, premier appel au SAMU, premier appel du Bataclan, ça je les ai gardés. Et puis après le tri s'est fait parce qu'on voulait parler des appels avec les hôpitaux, des appels avec les pompiers. Donc petit à petit j'ai découpé comme ça a pris des semaines. Je me suis interrogée dans ma tête pendant des nuits entières pour en arriver à extraire finalement ce qui avait le plus de sens. Et est-ce que vous l'avez fait écouter au SAMU avant de le diffuser ? Alors oui, bien sûr, je l'ai fait écouter au SAMU pour savoir si il y avait un problème de secret médical, notamment de diffusion d'informations. Il n'y en avait pas, mais oui, je l'ai fait écouter parce que je voulais vraiment être sûre à la fois que j'avais fait les choses correctement et aussi pour prévenir tous les gens du SAMU que ces bandes allaient passer. Enfin, le patron le savait, mais voilà, pour prévenir les gens qui étaient dans ces bandes, qui parlent au SAMU, que ces bandes allaient être diffusées. Et est-ce que vous avez eu des retours depuis la diffusion de la part, par exemple, de personnes qui ont vécu ces événements ? J'ai pas eu de retour de gens qui se sont entendus dans les bandes du SAMU, mais évidemment, j'ai eu des retours, notamment de l'équipe du SAMU, très touchée, et de l'ensemble des médecins, des urgentistes, et puis aussi des confrères, des confrères journalistes. Voilà, j'ai effectivement eu beaucoup de retours, mais je l'ai fait écouter aussi aux gens avec qui j'ai travaillé pour la série, c'est-à-dire des victimes. Alors effectivement, pour eux, c'est très difficile, mais ce qu'ils me disaient, c'est que j'avais vraiment respecté une certaine éthique et que ça avait valeur d'archive plus que c'était un document de mauvais buzz, quoi. Et justement, la force du documentaire, c'est qu'il s'appuie sur des archives, sur le réel. Pourquoi avoir choisi de construire ça avec pratiquement aucune intervention, mis à part Nicolas Poirot qui intervient à quelques moments pour expliquer le déroulé de la soirée ? Pourquoi avoir choisi de laisser les archives non pas brutes mais seules pratiquement au sein du documentaire ? Alors moi, quand j'ai écouté les bandes, je les ai écoutées... J'ai dû les écouter en 2 jours parce que l'interview avait lieu le mercredi et moi j'ai obtenu les bandes le lundi matin. Il fallait absolument que je les écoute pour faire l'interview. Et donc j'ai écouté 6 heures le lundi, 6 heures le mardi. J'ai pas pu décrocher pendant 6 heures, ça m'a happée. Et en fait j'ai voulu recréer exactement ce que j'avais ressenti, cette espèce de tunnel dans lequel je suis entrée et cette force du document. Je la voulais à l'état brut. On n'a même pas habillé le podcast avec de la musique. Je ne sais pas si vous avez vu, mais tous les habillages sonores, c'est que des habillages de la bande. On voulait recréer vraiment ce tunnel, cette nuit-là au SAMU, ce que ça a été. Et ça fonctionne. Merci Gaëlle Joly. Merci à vous. Le podcast est à retrouver sur le flux Les Documents de France Info et sur le site de France Info. On vous met le lien dans la description.
C'était la première recommandation de Sans Algo, j'espère que ça vous a plu. Pour nous dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse dans la description du podcast ou sur mon Twitter personnel @MathildeMélin, Mathilde sans H et Mélin MESLIN. Bonne écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres recommandations garanties 100% sans algo. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours.